Merci beaucoup pour l'introduction, Romain, et puis merci aussi de m'avoir proposé de faire cette conférence grand public. C'est un vrai plaisir de vous avoir aussi nombreux en face de moi. Et donc oui, effectivement, Romain en parlait, donc je suis chercheur et dans la recherche de tous les jours, donc moi je suis plutôt dans les ondes lumineuses, donc dans la lumière, et plus spécifiquement dans ce qu'on appelle l'optique quantique. Alors on va en parler. Et donc on travaille avec la lumière au jour le jour, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la nature de la lumière. C'est finalement comment on décrit, comment on comprend, quelle représentation on se fait de la lumière. Donc on va discuter de ça. J'ai intitulé la présentation à la poursuite du photon. On va voir ce que c'est un photon. Filmer la lumière grain par grain. Et pour vous présenter tout cela, donc on va bien sûr travailler ensemble. N'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. J'ai également préparé une petite expérience que je vais vous montrer pendant la présentation. Et donc voilà, donc on va discuter de lumière, on va discuter de la nature de la lumière. Pourquoi, petite motivation, d'abord pourquoi est-ce que c'est important de comprendre de quoi est fait la lumière? Donc je pense qu'on a tous à peu près conscience que la lumière c'est quelque chose de très important à notre échelle et dans la vie quotidienne. J'ai voulu juste trouver quelques exemples où une compréhension poussée de la lumière est nécessaire. On est beaucoup maintenant à porter des lunettes, et par exemple cet effet anti-reflet que vous avez là, c'est un effet typiquement on a pu créer des lunettes avec cet effet anti-reflet en comprenant bien la nature ondulatoire de la lumière. Les appareils photo de nos téléphones, qu'on utilise tous les jours, c'est pareil. On prend des photos sans arrêt. L'interaction lumière et les capteurs de nos téléphones, ça nous permet d'avoir de belles photos comme celle-là. Un peu plus futuriste, du coup, j'ai regardé un peu plus loin. Dans les voitures autonomes, ce qu'ils sont en train de... Peut-être que c'est déjà en place d'ailleurs dans certaines voitures, mais en tout cas dans les voitures autonomes, ce qu'ils sont en train de fabriquer, c'est des radars avec de la lumière. Donc en fait, on envoie un petit peu de lumière partout, et puis ça rebondit, et puis on collecte le signal de la lumière. Ça nous permet en fait à la voiture de voir, en fait, sans forcément avoir besoin de mettre des caméras partout. Et autre chose dont vous avez sûrement entendu parler au cours de ces dernières années, c'est on a beaucoup parlé de l'ordinateur quantique. Il y a différentes versions de l'ordinateur quantique, donc des ordinateurs qui permettraient d'accomplir des tâches qui sont très compliquées à faire avec des ordinateurs classiques. Et il y en a certains qui sont en fait à base de lumière et qui typiquement exploitent ce qu'on appelle les propriétés quantiques de la lumière, c'est-à-dire les propriétés qui sont liées à l'aspect corpusculaire, à l'aspect particule de la lumière. Voilà. Donc ça, c'était un petit slide pour motiver un petit peu. Donc c'est très important à la fois pour les chercheurs, mais également pour les développements technologiques, de bien comprendre de quoi est fait la lumière, quelle est la nature de la lumière pour pouvoir la contrôler, évidemment en exploiter les propriétés à toutes les échelles. Je vais commencer la présentation en fait, en vous posant tout simplement une question, parce que je ne vais pas être le seul à parler aujourd'hui, j'espère bien que vous allez m'aider, qu'on va essayer ensemble de comprendre de quoi est fait la lumière. Donc qu'est-ce que la lumière? On va commencer par là pour savoir un peu qu'est-ce que vous savez, quelles sont les notions que vous avez en tête quand je vous pose la question qu'est-ce que la lumière? Je vais vous aider un tout petit peu et vous mettre dans une situation plus concrète. Imaginons qu'on est dans une salle toute noire, okay, et on allume la lumière. Donc j'allume la lampe là, l'interrupteur. Est-ce que l'un de vous, certains d'entre vous, sont capables de me décrire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où j'allume l'interrupteur et où je vois la scène et que je vois ce qui se passe autour de moi? Il n'y a aucune mauvaise réponse et vous pouvez même me donner juste des mots-clés. Ah voilà. Vas-y. Pardon? Ok, l'image est éclairée. Donc imaginons que toi, tu es la personne ici. D'accord. Donc tu allumes l'interrupteur. Ouais, ça éclaire la pièce, donc tu vois le chat. Très bien. Donc si tu essaies de décrire ce que fait la lumière à partir du moment où tu allumes la lampe, comment tu décrirais D'accord. Donc d'un seul coup, tu allumes un bouton et tout s'allume autour de toi. C'est ça? Vas-y, continue. La lumière s'allume. Du coup, la lumière s'allume, mais quand même, tu vois le chat. Ah. Du coup, pourquoi tu ne vois pas que la lumière? C'est la lumière qui nous permet de voir le chat. Ouais. Donc ça c'est bien ça. Ouais. Du coup, là, le mouvement que vous venez de faire, vous venez de décrire le rebond. Ok.
Donc il y a une notion de trajectoire. Donc ce qui s'est passé, donc l'œil voit la lumière. S'il voit le chat et que la lumière vient de là, c'est que la lumière, elle a rebondi sur le chat. D'accord. Ok. Donc, pour faire, donc on a eu finalement, visiblement, on est tous d'accord qu'il y a une source. Donc il y a la lumière qui est partie de là et qu'il y a quelque chose qui est arrivé à la fin. Donc on a un récepteur. Donc il y a source, un récepteur. D'accord. Donc on peut parler de signal. Il y a un signal qui est parti d'un endroit et qui est arrivé à un autre. D'accord. Maintenant, donc la propagation de ce signal, donc quand on allume la lumière, on la voit, donc on peut regarder la lumière directement, mais on voit aussi le chat, donc elle a rebondi. Ok. Donc maintenant, posons-nous la question sur cette propagation de signal. Réfléchissons. Comment vous pourriez m'expliquer, c'est bizarre, j'allume un truc là-bas, et d'un seul coup, ça arrive là, ça rebondit, et ça vient dans mes yeux. Comment ça marche ? Quelle est la nature de cette chose qui est partie de là-bas, a rebondi sur le chat et est arrivée dans mes yeux? Ouais. Alors l'excitation du fil de la lampe, bonne réponse. Ça me permet de dire, ok, c'est de là-bas que la lumière est partie. D'accord. Si c'est une lampe incandescente, on a juste chauffé un filament et ça s'est mis à émettre de la lumière. Voilà. Et ok. Non, mais pourquoi pas? Ok, donc les photons, donc ça veut dire, donc l'idée de photon dans ce cas-là, c'est l'idée de particules. Donc on pourrait imaginer qu'on a allumé la lumière et que ce truc-là s'est mis à... Oh pardon, je suis désolé, je ne sais pas ça, c'est pas terrible. Donc j'ai allumé la lumière ici et d'un seul coup, ça s'est mis à émettre plein de photons, donc on va dire particules, on ne va pas encore employer le mot de photon. Donc j'imagine que c'est une boule qui envoie des particules partout. Ok, je vais la mettre parce que je l'ai quelque part. Voilà, là. Donc je peux penser à une boule qui envoie plein de petites particules comme ça. Donc il y en a certaines qui arrivent dans mes yeux. Mes yeux sont sensibles aux particules, donc je vois la lumière, très bien. Et il y en a d'autres qui rebondissent. Il y en a dans toutes les directions, je n'ai pas tout mis, mais il y en a entre autres une partie qui arrive sur mon chat, qui rebondit et qui retourne dans mes yeux. Ok, ça marche. C'est une bonne interprétation, pourquoi pas. En tout cas, ça explique bien ce qu'on est en train de vivre avec cette histoire de chat et de lumière. Parfait. Donc dans ce cas-là, on aurait une interprétation de la lumière, en tout cas de sa propagation, comme un flux de particules. Ok, bon, très bien. Je vais le noter là. Non, mais il faut... Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre phénomène physique que vous connaissez dans la vie de tous les jours qui se propage? Les ondes, ok. Donc effectivement, les flux de particules, on peut voir ça en fait comme une sorte de déplacement de matière. Finalement, le signal, il se déplace en déplaçant de la matière pour qu'elle arrive d'un endroit à un autre jusqu'à nos yeux, quoi. Voilà. Les ondes, effectivement, c'est un autre phénomène qui se propage. Quand je vous parle en ce moment, je crée une onde sonore à mon niveau, des changements de pression, qui arrivent jusqu'à vos oreilles. Donc on peut très bien imaginer, pourquoi pas, après tout, nos oreilles elles fonctionnent comme ça, pourquoi pas notre œil ne fonctionnerait pas comme ça. Donc on aurait finalement ici une perturbation qui créerait une onde au niveau de la lampe. Donc la lampe, elle fait comme ça, hop, elle envoie des ondes partout. J'ai des ondes qui arrivent dans mes yeux directement, je vois la lumière. J'ai des ondes qui arrivent et qui rebondissent sur mon chat, et je vois le chat. Ok, ça marche aussi. Je ne vais pas vous donner la solution tout de suite du problème, mais je voulais juste qu'on soit d'accord sur... Oui. Est-ce que c'est comme quand on jette une pierre dans l'eau et que ça se diffuse pas? Exactement. On va le voir juste après, une pierre qui tombe dans l'eau, justement. Non, c'est très bien. Donc, ce que je voulais mettre en avant ici, c'était l'idée de... Donc, on a donc un signal qui se propage, et la question, c'est quelle est la nature de ce signal? Et on est arrivé sur deux hypothèses, plus ou moins, on s'est dit, bon, apparemment, ça peut être des particules. Ok, si j'ai quelque chose qui envoie des particules partout, ça marche. Je vais voir la lumière, je vais voir le chat. Si j'ai des ondes, ça peut marcher aussi. Je vais voir les ondes, je peux les mesurer. Ok. Bon. Donc la question qu'on va se poser, c'est se demander, finalement, entre ces deux choix, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la lumière, c'est des particules ou est-ce que la lumière, c'est une onde? D'accord? Voilà. Ok. Donc oui. On va y arriver, mais... Ok, bon, sinon on peut s'arrêter maintenant. Donc ouais, mais
Ah, effectivement, une dualité de particules, on va voir. Donc, ce que je voulais vous préciser quand même, c'est qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question. Donc, je vais essayer un petit peu, pendant la présentation, de vous parler un petit peu, de donner des références historiques. Le débat, en fait, sur la nature de la lumière, il est vraiment très vieux. Il a démarré dans l'Antiquité. On voit même que sur des stèles comme celle-là, on voit qu'il y avait déjà des rayons lumineux, en fait, de dessinés. Donc, il se posait déjà la question pour savoir, en fait, comment se propageait la lumière, quelle était la nature de la lumière. Un peu plus tard, il y a même eu un débat entre Platon et Aristote sur en fait, le rôle de l'œil. Il y avait des théories, certains d'entre eux, alors, je ne sais pas lesquelles, mais qui pensaient que l'œil était actif. Il envoyait de la lumière avant de la recevoir. Et d'autres pensaient juste que c'était la lumière qui partait de la source ou arrivait ici. Bon, voilà. Donc pour vous dire que c'est quand même des débats qui remontent à longtemps. Et beaucoup plus tard, donc au cours du XVIIe, entre le XVIIe et le XIXe siècle, est apparu ce débat plus précis sur typiquement est-ce que la lumière est une onde ou une particule. Newton, à l'époque, alors lui l'avantage qu'il avait c'est qu'il était déjà très très connu par la théorie newtonienne de la mécanique et donc lui il avait une description typiquement en termes de particules de la lumière. Donc il avançait vraiment il avait beaucoup d'autorité apparemment et donc il avançait une description en termes de particules. Et donc son contemporain, c'était Huygens, donc ça c'est 17e, 18e, Huygens et Newton. Fresnel, c'est un peu plus tard. Et son contemporain, Huygens, alors Huygens, ça ne se prononce pas comme ça, mais je vais le prononcer comme ça, donc c'est Huygens. Et lui, il avait une description ondulatoire de la lumière. Donc il y avait déjà, en fait, à cette époque-là, deux théories sur la nature de la lumière qui commençaient, et des débats qui existaient entre les deux, donc il fallait trancher. Il fallait trancher en tout cas, il y avait débat. On n'était pas les seuls à se poser cette question. Alors, pour nous aider à résoudre ce problème sur l'onde et la particule, donc je vous ai dit que je vous avais amené une expérience ici. Donc, je vais vous la décrire un petit peu. Donc ici, de ce côté-là, on a juste un laser. Donc c'est un pointeur laser. C'est exactement le même que celui que... Donc, voilà, il envoie de la lumière par là. Hop, ça part sur ma caméra. Donc c'est exactement le même que celui que j'ai là. Voilà. Donc c'est une source de lumière verte qui va dans une direction. Bon, pas besoin de plus que ça. Ensuite, j'ai mis un iris. C'est juste une ouverture qui se ferme et qui s'ouvre comme ça. Bon, voilà. Tac. Et la dernière partie que j'ai ici, c'est une caméra qui est très sensible à la lumière, donc elle est là. Donc en fait, c'est une caméra, le principe de fonctionnement général est en gros celui de votre téléphone portable, d'accord ? Vous avez de la lumière qui est captée par un capteur et ça crée un courant électrique derrière qui est proportionnel, qui dépend en fait de l'intensité de la lumière que vous mesurez. Donc quand vous faites des photos, ça vous permet d'avoir des images avec du contraste, des belles photos. Dans ce cas-là, cette caméra elle a un fonctionnement légèrement différent et qui fait qu'elle est très très sensible. C'est-à-dire même si la salle est complètement noire et qu'on a très très peu de lumière, elle va réussir à mesurer de très 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 faibles quantités de lumière. D'accord ? Donc voilà. Je vais vous la montrer. Donc, hop. Alors, je vais montrer un petit peu. Ça va faire ça un peu mieux. Attendez. Hop. Vous voyez l'écran ? Ah oui, bon, très bien. Donc, c'est pas une caméra HD. Hein. Donc, on a 64 pixels, 32 pixels, et ils font tous 150 microns, donc c'est quand même assez gros. Donc là, ce que vous voyez, globalement, quand je l'ai allumé comme ça, en fait, on voit surtout du bruit. Donc c'est plein de trucs de bruit. Le laser, il est coupé pour le moment, donc je vais essayer de vous le mettre devant pour vous montrer qu'on va voir le laser. Attendez. Alors. Je vais y arriver, c'est juste que... Je vais juste vous montrer ça. Voilà. J'y suis. Je vais y arriver. Non, bouge pas. Hop, c'est parfait. Non, parce que si tu bouges la caméra, on ne va plus s'en sortir. Ok, nickel. Donc voilà, bon. Rien de particulier. Le point, vous voyez le point que je voyais ici en vert. On voit, ouais, normal. Quand je le coupe, on ne le voit plus. Mais donc là, il est là. On voit que du coup, on a une grosse tache qui apparaît sur notre écran. Bon, jusqu'à là, rien d'exceptionnel, on n'a juste pas de couleur, on n'a que du noir et blanc. Donc là où c'est blanc, c'est que c'est très intense. Là où c'est noir, c'est qu'on n'a pas de lumière. Ces petits pixels-là, c'est juste des pixels qui marchent pas. D'accord ? Avant que vous me posiez la question, c'est quoi ce truc noir ? Donc on est sur des pixels qui marchent pas. Ok, super. Donc on a une caméra ici.
Encore une fois, là, comme ça, si je prends votre téléphone et que j'envoie le faisceau laser dessus, on verra probablement la même chose. Bon, ça sera peut-être complètement éclairé parce que c'est trop petit, mais l'idée que là, on n'a rien de particulier. Donc, on a en plus, pour nous aider à choisir entre cette onde et cette particule, une expérience dans laquelle on a un laser, un iris que je n'ai pas encore utilisé et une caméra. Donc, je vais laisser la caméra tourner et je vais revenir à mes slides. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je vais vous faire mettre l'iris tout de suite. Attendez. Donc je vais vous mettre quand même l'iris pour vous montrer que si globalement... Maintenant, je viens mettre l'iris devant ma caméra, d'accord? Ok. Voilà. Donc, là, vous voyez, hop, si je ferme l'iris, ok, vous voyez que ça coupe le faisceau. Ok. Si je le ferme beaucoup, je coupe mon faisceau. Bon. Ok, rien d'exceptionnel. Là, il y a la lumière qui arrive, je viens de mettre un masque devant, je ne vois plus sur les côtés, je vois ce qui passe à travers. Ok. Ça ne nous aide pas vraiment pour notre problème, hein. On est d'accord que là, si j'avais des particules qui allaient dans un faisceau ou si j'ai une onde qui va comme ça, pour le moment, pas de différence. Donc bon. Mais en tout cas, notre iris, il marche. Ok. Alors, donc c'est parfait. On va revenir à notre problème. Voilà. Top. Donc j'avais cette expérience-là, donc très bien. Donc on va se poser la question, est-ce que c'est une onde ou une particule? Et on va essayer de faire ensemble des expériences, ou en tout cas essayer d'observer, et je vais vous montrer quelques expériences, et on va en faire une ensemble, pour essayer de déterminer finalement, est-ce que la lumière c'est une onde ou une particule, ou bien les deux. Donc, qu'est-ce qu'une onde? Donc tout à l'heure on a parlé justement de ce caillou qui tombait dans l'eau, ben voilà. Donc, le premier truc qu'il faut qu'on comprenne très bien, c'est avant de pouvoir déterminer si la lumière est une onde ou pas, on va commencer par cet aspect-là, c'est qu'est-ce que c'est vraiment une onde? Donc l'onde qu'on voit tous les jours, en tout cas qu'on arrive à bien se représenter, je trouve, c'est quand on jette un caillou dans l'eau et on voit effectivement cette onde qui se propage comme ça vers l'extérieur. Donc est-ce que quelqu'un peut me définir plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une onde exactement? En termes de... est-ce que par exemple ici... j'ai de la matière qui se déplace. Verticalement. Non. Ok, donc il n'y a pas de matière qui se déplace. Mais pourtant, il y a bien un signal qui se propage. Il y a de l'eau qui se déplace verticalement. Voilà, il y a de l'eau qui se déplace verticalement, mais il n'y a pas un déplacement global de matière. Ok, il y a un déplacement local, très bien. Mais c'est quand même rigolo parce qu'il n'y a pas de déplacement. Donc, j'ai jamais un objet qui va d'un endroit à un autre. Pourtant, j'ai bien de l'information qui va d'un endroit à un autre, puisqu'à un moment, je n'ai pas d'onde et puis d'un coup, je capte quelque chose. D'accord ? La fréquence, c'est une propriété de l'onde aussi, mais là où je voulais surtout en venir, c'était vous répéter que donc, quand on a une onde comme ça, en fait, c'est une perturbation du milieu. Donc, ce que fait le caillou, c'est qu'il perturbe la surface. La surface est plate, d'un seul coup, il la force à être un peu tordue. Et en fait, ce qu'elle fait la surface, c'est qu'elle veut revenir comme ça. Mais quand elle revient comme ça, d'une certaine manière, elle doit se faire de la place. Donc, en fait, elle pousse un peu sur les côtés. Et finalement, on a de proche en proche, en fait, ce mouvement, cette perturbation qui se propage. Donc, ce n'est pas du tout de la matière qui se déplace, globalement, c'est vraiment une perturbation du milieu, l'eau, de la surface de l'eau, qui se déplace. Donc, on a le déplacement d'une perturbation et pas du tout un transport de matière. C'est important de bien retenir ça, parce que c'est vraiment très différent de l'aspect corpusculaire et particulier qu'on a vu avant. Alors, donc, bon, maintenant, on sait très bien ce que c'est une onde. Ce qu'on aimerait bien réfléchir un petit peu, c'est, on voudrait montrer que la lumière est une onde, donc il va falloir trouver un phénomène ou une observation que l'on voit chez les ondes, mais qu'on ne le voit pas dans un flux de particules. Donc, si vous avez une onde comme ça sur l'eau, imaginons que le caillou ici, que j'avais lancé, il émettait plein de particules autour. On est d'accord que, où que je me sois positionné, j'aurais capté des particules. Ok, bon. Donc, c'est la même chose que l'onde. Je me mets n'importe où, je vois l'onde. Donc là, pour le moment, si je me mets juste là et que je regarde est-ce que j'ai un signal qui arrive au bout d'un moment, ça ne m'avancera pas beaucoup à dire c'est une onde ou une particule. Est-ce que vous connaissez des phénomènes d'ondes pour lesquels un flux de particules n'aurait pas le même résultat? Je vais vous montrer juste cette photo. C'est Cargèse. Donc là, on a de la houle qui arrive. Okay. Donc, imaginons, on voit la houle qui arrive. Okay.
Si la houle, elle se dirige comme ça, imaginons qu'à la place d'avoir une onde, j'avais un flux de particules qui arrivait comme ça. Et maintenant, je suis quelqu'un qui est sur le bord ici, là. Okay, donc si je suis là, je vais le mettre comme ça. Si je suis là, on est d'accord, si mon flux de particules est comme ça, bon, ben, je vais compter mes particules, je vais les voir arriver, pas de problème, d'accord? Si j'ai une onde, c'est pareil. Si je suis là, je vais voir l'onde arriver, très bien. Mais vous voyez qu'il y a un truc qui est rigolo ici, c'est que si je me mets là, vous voyez que l'onde, elle a tourné ici. Donc si je me mets là, ici, on est d'accord que je vais voir l'onde, hein, puisqu'elle est arrivée, hop, je la vois, l'onde. Si je me mets là, je ne la vois pas. Mais si je me mets là, je la vois. En revanche, si je me mets là et que j'ai des particules qui passent, on est d'accord qu'on ne compte pas de particules. Donc c'est pas mal. En fait, l'onde, on a l'impression qu'elle a contourné l'obstacle ici. D'accord? Contourner l'obstacle. Donc si on arrive à mettre un obstacle sur la lumière et voir si elle arrive aussi à contourner l'obstacle, peut-être que ça nous informera un peu plus pour savoir si la lumière est une onde ou une particule. Parce que si c'est des particules, clairement, ils ne contournent pas l'obstacle. Si c'est une onde, ça contourne. Je voulais montrer cette vidéo-là un petit peu... Ça fait du bruit, mais... Donc ça, c'est un effet qu'on appelle la diffraction, représenté un peu plus avec une simulation ici. On a une onde qui arrive comme ça, devant une ouverture, et on voit que, alors qu'on s'attendrait à ce que l'onde, elle arrive de manière vraiment horizontale, si c'était des particules, on irait tout droit ici. En fait, on diffracte, et donc il y a des zones ici dans lesquelles l'onde arrive, alors qu'elle ne se situe pas du tout en face de l'ouverture. Donc ça, c'est un bon phénomène qu'on va pouvoir essayer d'exploiter. Si on met une ouverture, et qu'il y a une onde, et qu'on arrive à regarder à côté de l'ouverture, si on voit de la lumière par ici, c'est qu'il y a des bonnes chances que ce soit une onde. D'accord. Il y a même un truc super intéressant, vous voyez que des effets d'interférence qu'on a ici en cas de diffraction, on voit qu'ici, il y a même moins... Les vagues sont plus faibles ici que là. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est aussi un phénomène qui est typiquement ondulatoire. Et les particules, qu'est-ce qu'elles font quand elles arrivent à l'obstacle? Imaginons qu'on avait des particules et qu'elles arrivent tout droit, elles iraient tout droit. Elles seraient soit bloquées par l'obstacle ici. Oui, mais parce qu'elles sont bloquées, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'arrêtent? Ouais, par exemple. Ouais. Si c'est quelque chose, on imagine que si on a quelque chose qui est, on est derrière un mur, le mur, s'il n'y a pas de lumière dans la salle, qu'on a un mur qui nous bloque, la lumière, elle ne traverse pas a priori. Alors on peut avoir une vitre, c'est transparent, donc les particules passent à travers. Mais dans ce cas-là ici, ouais, on imaginerait la situation avec un flux de particules. La lumière, elle est très très loin là-bas. Il y a des particules qui arrivent. Si la lumière était des particules, je les verrais traverser l'ouverture, mais il n'y a aucune chance que si je me mets ici, je verrais des particules arriver. Je serais dans le noir. Alors qu'en fait, si je me mets là et que c'est une onde, je vois la lumière. Ok? Et les effets d'interférence, ça vient d'où? Les effets d'interférence ici, ça c'est les effets de diffraction. Enfin, c'est des effets. Alors, donc si vous voulez, si on veut, donc la tache de diffraction qu'on a à la sortie de quelque chose comme ça, donc on a généralement une grosse tache au milieu de lumière qui est un peu plus large que l'ouverture. Puis après, on a des petits lobes sur les côtés. Et il y a certains endroits qui sont un peu noirs, qui sont dus à des interférences destructives. Pour en rendre compte, il faudrait en fait qu'on considère que au niveau de cette ouverture, j'ai plein de petites sources, comme si j'avais jeté plein de cailloux ici. Je mets plein de cailloux ici, et en fait, si je considère toutes les ondes qui viennent de tous ces cailloux, on voit qu'il y en a certaines qui sont constructives, c'est-à-dire elles se superposent dans le même sens. Et il y en a certaines à des endroits, elles arrivent de manière une en bas, une en haut. Parce qu'elles ne prennent pas exactement le même chemin. Le chemin qu'il y a de partir d'ici et d'arriver ici, chemin de partir d'ici pour arriver ici, s'il est exactement égal à la différence. Une forme très très fine, ça ne aurait pas d'interférence. Si. Si, c'est des effets d'interférence. Si on avait une forme très très fine, la tache centrale serait très très grosse et les lobes seraient peut-être moins visibles, mais ils sont toujours là. Oui. Sauf au moment où si elle est beaucoup plus fine que la longueur d'onde, là ça ne passe pas. Ça, c'est un autre problème. On va garder quand même une largeur qui est assez grande, plus grande que l'espace entre deux vagues. Ok ? Donc voilà. Mais oui, vraiment, voilà. Pourquoi c'est noir là? C'est parce que la distance que j'ai entre, si je mets un point ici et un point là et qu'ils envoient chacun une onde, la distance que j'ai exactement là est égale à une demi-vague en fait. Donc quand j'ai une qui arrive en haut, l'autre arrive en bas et ça s'annule. Voilà. Alors, ben voilà. Donc maintenant, on y est.
on va faire la manip. Donc j'ai une ouverture et une caméra. Hop. Non, parce qu'il ne peut pas s'être... Merde. Ok, on n'a plus de pile dans le laser. Bon. Merde, ça c'est pas bon quoi. Je vais essayer avec l'autre laser. Alors. Attends. On est obligé de le tenir. Désolé, j'avais pas prévu le truc qui est plus hors de pile. Bon. Alors. Ah, il faudrait un assistant. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux avoir un assistant dans le public? Quelqu'un? Vous voulez me dire? Non? Il faut juste m'aider à appuyer sur le bouton. Simon, ou quelqu'un vient, parce que sinon je vais pas y arriver. À moi que j'ai réussi à recharger un peu. Que dois-je faire? Ouais, tu vas juste appuyer sur le bouton parce que... Attends, je vérifie juste que celui-là il est mort parce que sinon... Ouais, en fait, ouais, il faut juste que tu tiennes comme ça parce que sinon je vais pas y arriver. Ok. Ouais, tu essaies de plus stable possible. Ça marche? Je vais régler ça. Ok. Donc là, on voit la tâche. Ouais, super. Un peu sur le côté, mais on va s'en sortir, ouais. Très bien. Tu peux monter un peu ou pas? Attends, regarde, ne bouge pas. Regarde, je vais faire ça, ouais. Lâche tout. Je vais juste faire ça. Monter un peu. Ok, c'est bon, c'est parfait. Bouge pas, elle va être bonne là. Ok, on a la tâche. Parfait. Alors, c'est nickel. J'ai pas besoin de plus que ça. Ok, super. T'arrives à pas bouger? Ouais. Alors, ça va pas prendre longtemps. Elle est repartie? Non, c'est normal, c'est normal. J'ai mis les risques devant. Ok. Donc là, j'ai mis... J'essaie de la redescendre un peu. Faut que je la remonte ou je la descende, je sais pas trop. Je remonte un peu. Nickel, bouge pas. Ok, on va être bien là. C'est bon, on voit la tâche, parfait. Hop. Alors, regardez bien. Donc là, j'ai mis l'ouverture sur mon faisceau lumineux. Donc là, on ne voit rien. Mon ouverture, elle est beaucoup plus grande que le faisceau lumineux, on est d'accord. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je l'ai fermé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu l'ouverture se fermer, d'accord. Bon, alors maintenant, je l'ai mis beaucoup plus loin, beaucoup plus près du laser, beaucoup plus loin de la caméra. Et je vais la fermer au maximum. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, ouais, on voit. On ne va pas faire mieux que ça, hein, parce que là, je peux pas s'en sortir. Voilà. Donc là, je l'ai fermé au maximum. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je l'ai fermé, on voyait juste un petit rond tout blanc. Et là, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est apparu en plus. Du coup, j'ai plus de pointeur laser. Donc vous voyez que maintenant... Ne bouge pas, t'es parfait. Ah, tu l'as perdu. Regarde, nickel. Oh, pas mal. On la voit, on est d'accord? Ok. Donc vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir en fait ce rond qui avait juste de la lumière au milieu, j'ai en plus un cercle autour. Et donc si on revient à la question d'avant, les interférences, donc ça, on est vraiment c'est comme si on était loin de la vague, de l'ouverture qu'on avait tout à l'heure. Et ces zones qui sont noires ici, c'est les endroits où il n'y avait pas de vague tout à l'heure à cet endroit-là. Ici, on a la grosse tache centrale, et là, on a l'interférence. Donc on a bien de la lumière à un endroit qui n'est pas dans le champ, directement dans le champ de l'ouverture. Ok ?
Donc ça, c'est juste de la c'est de la diffraction de la lumière, ce qui est quand même une très bonne indication que la lumière est une onde. Ok? On est d'accord? Attendez, alors bouge pas parce qu'on va faire la manip que je voulais. On revient. On va tout de suite faire l'autre manip, comme ça je vais la faire tout de suite, ok? Bon. Donc on va sauter les étapes, mais ça c'est très bien. Donc, il semblerait quand même que la lumière soit une onde. Ça diffracte. On voit bien les anneaux autour. Ok, attendez. Donc maintenant, cette caméra, je vais devoir parler un tout petit peu. Cette caméra, elle a quelque chose de spécial, c'est qu'on peut, non seulement elle est très sensible, mais en plus on peut vraiment diminuer son temps d'exposition. Le temps d'exposition, c'est finalement le temps que ma caméra, elle est active, puis après je l'éteins. Donc je l'allume et je l'éteins. Là, vous voyez, elle est marquée donc à 80 nanosecondes. Donc là, 0,08 microsecondes, ok? Donc c'est déjà quelque chose d'assez faible. Hein. Mais je peux la réduire jusqu'à, je ne sais même plus combien je peux la réduire, mais je peux la réduire beaucoup, jusqu'à 10 nanosecondes, je pense. Voilà. Donc vous voyez, quand je réduis fortement la lumière, on commence à voir un truc intéressant. C'est qu'on n'a plus du tout cette espèce de forme continue. On commence à voir des petits grains. D'accord? Je vais encore la réduire. En fait, là, je suis à plus que ça. Parce que j'ai pris 1000 frames, donc je suis à 10 microsecondes, là. Là, je suis à 10 microsecondes. D'accord? Donc maintenant, si je me mets vraiment tout en bas, là, on commence à voir quelque chose de rigolo. Donc là, j'ai vraiment très très peu. Donc ma caméra, elle s'allume, elle s'éteint super vite. Et donc elle mesure des choses. Et vous voyez ce qu'elle mesure, c'est pas du tout quelque chose qui a la forme de ce qu'on avait avant, qui n'est pas quelque chose de continu. C'est juste plein de petits points. Alors là, à mon avis, on l'a perdu. Ouais, alors. Ah non, mais attends. Bouge pas, bouge pas. Fais l'optique classique. Tu bouges pas. Alors. Donc si je réduis. Voilà, là, j'ai plus rien. Là, j'ai que des petits trucs. Voilà, par contre, si on se met à un temps d'exposition comme ça, là, on voit bien qu'on a quand même. C'était une onde, on a bien compris que c'était une onde, mais il y a quand même une structure granulaire à la lumière. Quand on commence vraiment à réduire le temps d'exposition, on voit quand même qu'il y a des petits. Que ça apparaît sous forme de petits grains. Ok? Tu peux tenir encore un petit peu? Attends. C'est normal, c'est normal. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Donc maintenant. Attends, c'est chiant ce laser. Désolé. Ok. T'es bien stable là? Bouge pas. Attends. Non, ça c'est trop grand. Je sais pas si on va y arriver. Faut que tu bouges pas du tout. De toute façon, je sais pas pourquoi l'autre laser ne marche plus. Attends, je vais essayer l'autre. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher. Et ce que je suis en train de faire, c'est accumuler les clics sur ma caméra. Donc je prends plein de petites images de 10 nanosecondes et je les somme entre elles. Vous voyez qu'au début, on n'a rien vu, on n'a vu que plein de petits clics partout. Mais si on accumule les photons, comme si on comptait les grains, on fait que compter les grains, vous voyez que plus on compte les grains, au bout d'un moment, on commence à revoir notre ring et notre faisceau. Donc on voit ça donne l'impression qu'en fait, donc la lumière, elle est bien faite de grains, mais l'endroit où vont les grains, ça a l'air d'être l'endroit où on voyait l'onde. D'accord? C'est bon, tu peux arrêter. Merci. Elle est bien, en fait, elle est bien celle-là. En fait, cette image, elle est super. Là, sur cette image, on voit très bien. On a pris assez de grains pour commencer à distinguer vraiment l'onde qu'on avait avant, mais en même temps, on voit qu'il y a vraiment ces structures granulaires. Donc, voilà. On a montré clairement que c'était une onde. Hein. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Hein. Parce que le côté diffraction, généralement, donc ça c'était au cas où je ratais la manip, je l'ai raté, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Voilà, donc bon. Donc, je reviens, j'ai avancé un peu sur les particules, mais donc, la première conclusion qu'on avait, c'est que la lumière c'était une onde. Il y avait la diffraction c'est un phénomène ondulatoire. Donc c'était une onde, je vous ai refait l'expérience après en vous montrant que, ok, c'est une onde, mais quand même, si on commence à faire des mesures à très petit temps d'exposition, avec très peu de lumière qui arrive sur la caméra, on voit qu'on a cet aspect grain par grain, et donc il semble quand même que la lumière soit composée de petites particules. Ok? Alors, on n'est pas
petit point d'histoire, on n'est pas les seuls du tout à s'être posé cette question. En fait, l'aspect corpusculaire de la lumière, qui était l'hypothèse de Newton au début, il est revenu un peu au goût du jour avec un autre effet qui a été découvert un peu avant 1905 par Becquerel, je pense, l'effet photoélectrique, et qui a notamment été interprété par Einstein ici. L'expérience qu'ils ont fait, où ils ont remarqué cet aspect corpusculaire, ou en tout cas ils ont donné l'hypothèse de cet aspect corpusculaire de la lumière, où c'est revenu. Ils ont fait une expérience comme ça, ils ont interprété une expérience comme ça. On a une lampe ici qui illumine un métal, okay, et en fait, il y a un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique qui fait que parfois la lumière elle peut arracher les électrons au métal. Et ici, on met un détecteur d'électrons. Okay. Donc, la lampe, elle a deux curseurs qu'on peut changer. Soit on change sa puissance, on éclaire très fort, soit on change sa couleur. Okay. Et dans cette expérience, ce qu'on remarque, c'est que si, disons qu'on a choisi une certaine couleur au début, on n'a pas d'électrons qui s'en vont, donc bon, l'effet photoélectrique n'apparaît pas. On augmente la puissance autant qu'on veut, ça ne change strictement rien. Pourtant, c'est le premier truc qu'on a envie de faire, hein, parce que clairement, quand je parle très fort, au bout d'un moment, vous allez avoir mal aux oreilles. Bon, ok. Alors que si je change ma fréquence, bon. Par contre, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé la puissance, mais ils ont changé la couleur. En fait, ils ont remarqué qu'en changeant la couleur, typiquement en allant plutôt vers les hautes fréquences, donc les basses, ouais, du coup plutôt vers le bleu, on a quelque chose, on a commencé à avoir des électrons qui se faisaient arracher. D'accord ? Donc, cette dépendance, en fait, et on commençait à avoir de plus en plus d'électrons qui se faisaient arracher. L'interprétation de cette expérience, elle avait du mal à être comprise à l'époque, et l'interprétation de cette expérience, de l'effet photoélectrique, c'est ce qui a finalement remis au goût du jour le fait que finalement, la lumière est peut-être quelque chose qui était quantifié et composé de grains. Alors j'ai mis une astérisque parce que je reviendrai là-dessus après, mais disons qu'on va faire ça. Et donc, finalement, la lumière serait peut-être aussi composée de photons, un peu comme on l'a vu avec notre petite expérience avec la caméra, qui était finalement assez convaincante. Donc on en arrive à cette dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire la lumière aurait finalement une structure qui est duale, ça serait à la fois une onde et un ensemble de photons. Comme on l'a vu, il semble que finalement, la probabilité de détecter un photon quelque part, c'est donné par notre onde, parce que vous vous souvenez, il y avait l'espèce de ring autour, et on voyait très bien qu'il y avait un petit peu moins de photons là qu'au milieu. Donc il semblerait que l'onde décrive finalement où vont apparaître les photons, et qu'en fait la lumière soit vraiment un flux de photons. Donc on en conclut qu'on a cette représentation un peu bizarre, qui est cette structure duale. Donc ça serait ni une onde ni une particule, mais les deux en même temps. Et maintenant, là, on rentre un peu dans une idée, ok, est-ce que cette représentation, elle est satisfaisante? Est-ce que je suis content avec ça? Finalement, la lumière, si je vois des atomes, ma lumière, je pourrais voir ça comme quelque chose qui est composé de plein de petites particules qui avancent comme ça, un peu comme la matière est composée de plein d'atomes. Donc j'ai plein de particules qui sont dans un cas les photons, dans ce cas-là les atomes. Et puis bon, il faut quand même que pour savoir comment elle se propage, il faut que je considère l'onde qui va avec. Donc il y a une onde et des particules. Bon. On est d'accord que c'est un système un peu bizarre. Jusqu'à présent, tout le monde était content, tout le monde connaissait soit les ondes, soit des particules. Là, on a un système dual onde-particules. C'est bizarre, mais je ne trouve pas non plus que ce soit trop difficile à se représenter. D'une certaine manière, je suis assez satisfait de cette image. Je vois un truc, c'est plein de particules qui avancent, et puis en même temps, il y a une onde qui va avec, et ils se répartissent selon l'onde et les particules. Bon. C'est un peu gênant, mais c'est un peu un objet qui est nouveau. Donc, en tout cas, pour moi, comme ça va. On verra que ça va pas le rester longtemps. Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, c'est un peu des photons qui se déplacent comme s'ils étaient guidés par l'onde associée. Alors, ces structures que je vous ai montrées, donc particules-ondes, on est capable, en fait, dans des expériences très modernes, là, je vais vous en montrer deux exemples, de vraiment travailler au niveau, dans la lumière, qui a très peu de particules. Donc, on a vu sur la caméra, on avait quelques clics. Et dans quelques expériences quantiques d'optique avec des photons modernes, on est capable carrément d'isoler des photons, c'est-à-dire de travailler avec des photons qui sont uniques. C'est-à-dire qu'on a des photons qui sont émis uniquement un par un. D'accord ? Ça, c'est une expérience qui a été montrée hier par Costanza Toninelli, qui est à Florence, et une expérience qu'elle fait qui est vraiment, vraiment très élégante.
elle fabrique des matériaux. Donc ici, c'est une petite plaque qui fait 2 microns de large, avec des petits cristaux ici sur lesquels elle vient attacher des molécules, des grosses molécules, d'accord? Ces molécules, elles ont une propriété particulière, c'est qu'elles peuvent, quand on envoie de la lumière sur les molécules, elles s'excitent, et puis au bout d'un moment, elles se désexcitent, et quand elles se désexcitent, elles relâchent un seul photon. Okay, c'est illustré un peu ici, là. Vous voyez, il ne faut pas penser au faisceau jaune, il n'a rien à voir. Il y a un petit faisceau rouge qui descend, là, qui s'appelle excitation. Donc ils excitent les petites particules. Puis après, il y a des petits photons qui reviennent dans l'autre sens, comme ça. Il y a un petit miroir là qui permet de les détecter. Ça, c'est un détecteur qui permet de détecter les photons. C'est un peu la même caméra que j'ai tout à l'heure, mais c'est juste un seul pixel. Donc on a ces petits clics qui arrivent là. Et pour vérifier qu'on avait bien que dans ce cas-là, on avait bien des photons uniques, l'expérience qu'elle a fait, alors ce n'est pas la première à le faire, mais sur ces systèmes-là, c'est assez élégant. Ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, si on pense qu'on a des photons uniques qui sont émis comme ça, on vient mettre la petite truc bleu que j'ai mis là, c'est une lame séparatrice, un petit bout de verre, qui finalement envoie la moitié des photons d'un côté, la moitié des photons de l'autre. Ok ? Bon. Si j'ai qu'un photon qui arrive un par un, le photon il va aller soit à droite, soit à gauche. Il ne va pas aller aux deux endroits. Si ce n'est pas le cas, je devrais pouvoir détecter des photons de chaque côté, mais si j'ai vraiment la lumière qui est émise photon par photon, ce que je vais faire, c'est que quand le photon il va arriver au niveau de ma lame, il va aller soit d'un côté, soit sur l'autre détecteur. Et ces détecteurs, ils vont me donner des clics pour savoir, quand ils ont un photon, ils détectent un clic. Donc, si vraiment j'ai ici une molécule qui se comporte comme je le pense, c'est-à-dire quand je l'excite, elle émet des photons, on ne devrait jamais avoir 2 clics simultanés. On est d'accord ? Puisque le photon, il est soit allé à gauche, soit allé à droite. Donc il ne peut pas y avoir, le photon, il ne s'est pas coupé en deux. Donc c'est vraiment ce qui va nous donner l'aspect corpusculaire. Finalement, le fait qu'un photon unique existe, c'est mesuré en l'envoyant sur une lame qui lui donne une chance sur 2 d'aller à droite ou à gauche, et en regardant les corrélations. Et donc c'est par exemple ce qu'elle a fait ici. Ici, on voit que ça, c'est le niveau, quand elle est parfaitement réglée en termes de timing entre les deux détecteurs, on voit qu'elle détecte quasiment aucune coïncidence, qu'on appelle de photons, entre les deux détecteurs à la sortie. Donc on a bien effectivement des sources de photons uniques. Donc on est capable, ce n'est pas la seule expérience, il y a plein d'expériences en optique quantique qui travaillent avec des émetteurs de photons uniques. Donc on est vraiment capable en optique moderne de créer des sources de lumière qui ne contiennent vraiment, qui émettent finalement un photon, les photons un par un. Voilà. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'était pas le cas. On avait plein de photons de la lumière laser et on les voyait arriver comme ça. Ici, on arrive vraiment à avoir des sources où les photons sont émis un par un. Autre exemple que je voulais vous montrer, comment on peut utiliser ces photons. Donc ça, c'est mes expériences. Donc, on peut aussi les créer paire par paire, et ça, c'est important, notamment pour tout ce qui est technologie quantique, ordinateur quantique. On peut utiliser des cristaux un peu particuliers qu'on illumine avec un laser, et dans ce cas-là, les photons, ils sont émis 2 par 2. J'ai utilisé la même caméra que ce que je vous ai montré pour le vérifier. Donc ça, c'est quand j'ai mis un très grand taux d'exposition. Donc je vois tous les photons qui arrivent en même temps, ils s'accumulent, donc je ne vois pas grand-chose. Mais si je diminue le temps d'exposition, comme je vous ai fait juste avant, et que j'arrive au final à 10 nanosecondes, ce que j'ai fait avant, on voit que dans ce cas-là, j'ai bien les photons qui arrivent 2 par 2. En fait, beaucoup de fois, il y a des images noires, je vous les ai enlevées pour simplifier. On voit bien que les photons, ils sont émis 2 par 2. Donc cette source de lumière que j'ai créée ici, c'est du bleu, le cristal transforme du rouge, c'est des photons qui sont rouges, mais ils arrivent bien 2 par 2. Donc on voit bien que la statistique des photons qui sont émis dans ma lumière, elle change franchement. Juste avant, je vous ai montré qu'il y avait des possibilités d'avoir des photons 1 par 1. Là, c'est des photons 2 par 2. Ok. Donc ça, je vais passer parce qu'on n'a pas besoin de ça. Hop. Ok. Donc, sur les 2 explications que je vous ai données avant, c'était quand même assez satisfaisant dans mon histoire parce que, bon, globalement, j'arrive quand même à avoir une représentation de la lumière comme une sorte de plein de photons qui se déplacent, d'accord ? Et puis j'ai cette onde qui va me dire finalement où arrivent les photons. Et donc ça, on en a discuté même avec des collègues ce midi, finalement on est beaucoup à penser comme ça, et moi quand j'explique dans mes présentations, comme je l'ai fait hier, j'ai exactement montré les slides que je vous ai montrés avant. Cette idée que les photons comme ça, ils sont émis 1 par 1, 2 par 2, et ils avancent. Donc c'est bien pratique, mais en fait c'est limité. En réalité, cette représentation où on a la dualité onde-corpuscule comme la lumière étant un flux de photons et une onde associée qui nous dit où vont les photons, elle est bien pratique, mais il y a plein de fois où elle est fausse en fait. Alors je vais revenir sur 2 points importants de la présentation qui vont nous conclure. Donc d'abord,
où j'aimerais justement mettre plutôt en perspective cette histoire de représentation de dualité onde-corpuscule, et l'image qu'on se donne est souvent fausse, ou en tout cas pas très précise. D'abord, je vais revenir sur un point que je vous ai dit. Je vous ai parlé de l'effet photoélectrique et je vous ai montré l'expérience. Okay, on a tous vu les photons cliquer. Okay. En fait, ce que je vous ai montré là, et l'effet photoélectrique, ça ne nécessite pas vraiment... C'est pas suffisant pour dire que la lumière, elle est faite de photons. C'est suffisant pour dire que lorsque la lumière interagit avec la matière, elle interagit par petits paquets. Parce que finalement, à chaque fois que je vous l'ai montré, je vous ai dit, il y a un détecteur qui interagit avec la lumière, mais bon, a priori, si c'est ma détection qui fait des petits paquets, ou si c'est ma lumière qui a des petits paquets, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Donc en fait, ce qu'a fait Einstein en 1905 ici, d'ailleurs il n'a pas du tout écrit dans son papier, il a juste montré que l'échange entre la lumière et la matière était quantifié, se faisait par petits paquets. Mais il n'avait pas du tout émis l'hypothèse que la lumière elle-même était faite de paquets. Donc déjà, les arguments, et l'expérience que j'ai faite, c'est pareil. Donc les arguments que je vous ai donnés quand je vous ai dit « Ah, regardez, c'est des particules », bof, bof. Ils ne marchaient pas très bien. Cela dit, donc je voulais d'abord revenir là-dessus pour être plus clair. Donc, même au départ, voilà, c'était pas évident. Cela dit, un peu plus tard, quand même, il y a eu d'autres expériences qui ont montré que quantifier l'échange d'énergie n'était pas suffisant et qu'il fallait bien quantifier la lumière. Donc je ne vous en ai pas parlé, mais par exemple, le fait d'avoir ces émissions, ce qu'on appelle l'émission spontanée, donc ces atomes qui se désexcitent et qui envoient un seul photon, pour comprendre ce phénomène, il faut bien une quantification de la lumière, donc il faut bien qu'on parle de photons dans la lumière, ou en tout cas qu'on parle de particules. Bon, voilà, c'était un petit truc. Deuxième point, donc là je reviens sur l'interprétation. Donc finalement, ok, Einstein n'avait pas montré ça, ma petite expérience elle ne vous montre pas ça non plus, mais on a quand même besoin de dire, dans certaines expériences, dans certaines observations, on a besoin de dire que la lumière elle est faite de particules. Très bien. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce à quoi on pense quand on pense à des particules de lumière? Quand on pense à des particules, on a envie d'avoir quelque chose qui a plus ou moins une position, une vitesse, idéalement une masse. D'accord? On voit des petites boules qui se baladent et qui avancent d'un côté à un autre. En fait, en réalité, pour la lumière, c'est très très mal défini. Déjà, les particules, elles n'ont pas de masse. Et puis la position et la vitesse et même la taille, elles n'ont pas vraiment de sens. Et pour vous illustrer ça, je vais vous reprendre le laser. Celui qui ne marche plus. Là. Le laser, en fait, quand on regarde un laser, on l'allume. Donc le laser, c'est vraiment une source de lumière qui est utilisée partout. Il a une description parfaitement ondulatoire. Mais comme c'est de la lumière, on doit aussi pouvoir l'expliquer avec des particules. Il faut que tout soit cohérent. Il ne faut pas qu'on puisse expliquer certains phénomènes avec des particules et que quand on arrive à un autre type de lumière, ça ne marche plus. Donc il faut que tout soit cohérent, donc on l'explique aussi avec des particules. Un laser, quand on l'allume, il crée en fait une onde qui est quasiment monochromatique, verte, comme ça, qui est une oscillation. Et la manière dont, si je garde la représentation que j'avais, ce que j'ai envie de dire, c'est « Ah ouais, en fait, au final, mon laser, il va dans cette direction-là. Donc c'est comme si j'avais un gros flux de plein de particules qui avançaient et puis qui allaient toucher ma caméra, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais le reprendre. Donc en fait, quand je fais ça, j'ai envie de dire que bon, la lumière, elle va là-bas, donc toute ma probabilité d'avoir les photons, ils sont là-bas. Donc finalement, quand j'appuie sur le bouton, ce que j'ai dans ma tête, c'est de me dire « Ah ouais, ça émet plein de photons comme un pistolet et ça va exactement là-bas. » Ok, bon. En fait, cette manière de penser les choses juste pour un simple laser, elle est quand même relativement fausse. Pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, si on regarde par petits bouts ce laser, le nombre de photons qu'il y a là-dedans, il est complètement indéfini. C'est-à-dire, quand on décrit la lumière laser avec un formalisme en utilisant des particules, on ne peut pas dire que dans chaque train d'onde, il y a un nombre de photons bien défini. On ne peut pas non plus dire que le nombre de photons varie d'un bout à l'autre du laser. En fait, dans chaque bout, ce qu'on appelle un train d'onde de mon laser, j'ai une sorte de superposition de plein de nombres de particules. Donc déjà, bizarre. Mon nombre de particules que j'ai dans un des trains d'onde, il n'est pas défini. On peut le dire en moyenne, c'est-à-dire si on fait une mesure assez longue, on aura un truc moyen, mais en fait, sur un, il n'est pas défini. Donc déjà, bon, on dit qu'on a des particules, mais on n'arrive même pas à les compter. Bizarre d'utiliser un truc de particules pour dire ça quand même. Et deuxième point, c'est l'histoire de la localisation, c'est la position, la taille, la vitesse. En fait, ici, même si imaginons que je pense, ok, j'ai 10 photons dans mon truc, en fait, les photons, ils ne sont pas du tout à plein d'endroits comme ça dans mon petit faisceau qui avance. En fait, ils sont tous délocalisés à n'importe quel endroit, et un train d'onde, parfois, ça peut être des mètres. Donc en fait, ils ont une taille, on a 10 photons qui est sur une dizaine de mètres, qui ne sont pas vraiment à un endroit bien précis,
Donc franchement, la notion de position de taille, elle devient un peu bizarre dans ce cas-là. Et donc c'est pour ça qu'en fait, utiliser une notion cette visualisation avec ce flux de particules qui avance dans les ondes, il est bien pratique dans beaucoup d'expériences. Et moi, j'utilise tout le temps parce que ça m'aide à bien comprendre ce qui se passe. Mais en réalité, il y a des expériences dans lesquelles ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste essayer de décrire un laser comme ça ne marche pas, quoi. Vous ne pouvez pas me dire un laser, c'est juste un pistolet avec plein de particules. Non, en fait, si ça vous soulage de penser comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas la réalité. Une autre façon de le voir, parfois, ce qu'on aime bien voir, ce n'est pas non plus complètement correct, mais si on va vraiment au bout du formalisme et qu'on décrit complètement la théorie qui va derrière, il faut utiliser ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, et faire de l'électrodynamique quantique, donc c'est poussé. Mais en fait, les photons, par définition, c'est des excitations élémentaires des champs. C'est un peu comme si vous aviez votre champ là, donc on oublie les particules. C'est un peu comme si vous aviez votre champ là qui peut prendre différentes valeurs d'amplitude comme ça, donc c'est des vagues plus ou moins hautes, toutes discrètes, et qu'en fait, chaque petit train de votre onde là, c'est juste une superposition de toutes ces petites vagues de différentes tailles qui sont discrètes. C'est pas non plus, c'est pas terrible, hein, c'est pas une image qui est super non plus pour comprendre, mais c'est sûrement un peu plus vrai que de penser que la lumière est un flux de photons ou qu'un laser c'est un pistolet à photons. Cela dit, encore une fois, ça n'enlève rien au fait que le formalisme est exact et fonctionne très bien. Là, la question qu'on se posait, c'était les maths, ils marchent très bien, il n'y a pas de problème. La question qu'on se posait, c'est comment on peut se représenter la lumière, sachant qu'elle a cette propriété duale onde-corpuscule. Dans beaucoup de manips, dans beaucoup d'expériences de la vie quotidienne, on n'a pas besoin d'un modèle trop compliqué pour y arriver. On peut très bien se représenter ça comme une onde sur laquelle les photons vont venir se coincer avec une bonne statistique qui est représentée par l'onde. Mais dans certaines expériences, en fait, ce n'est pas du tout valable et il faut en fait réfléchir un peu différemment. Mais c'est vraiment purement une question de représentation et d'interprétation. Ça ne change rien au fait que la théorie est parfaitement valide. Donc voilà, je voulais dire ce point-là à la fin parce que c'est quelque chose qui, moi, m'embête au jour le jour, hein, parce que je sais que je raconte des choses dans mes talks qui sont fausses, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une manière que j'ai de présenter les choses, mais elle est clairement, je sais que ce n'est pas la réalité, pourtant je la présente parce que c'est ce qui est plus facile à comprendre dans le cadre de mon expérience. Mais si on va au-delà de mon expérience, ça va devenir invalide. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et je vous réponds avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez.